Avec nous en plateau, quelqu'un qui a beaucoup étudié la question. Bonjour Catherine Conconne. Bonjour et merci à TV5 pour cette invitation. Merci. Vous êtes sénatrice de la Martinique et vous avez co-signé un rapport sur cette question de la continuité territoriale avec le sénateur de la Mayenne. D'abord, pour les personnes pour lesquelles ce terme de continuité territoriale n'est pas familier, de quoi parle-t-on ? Mais c'est un devoir de l'État, une obligation qu'a l'État français, en l'occurrence, d'assurer dans les meilleures conditions les déplacements des populations qui ne vivent pas dans le territoire hexagonal. Aller à Paris pour étudier, se soigner, rendre visite à sa famille, parce qu'on sait qu'on a une diaspora importante en France hexagonale, revient trop cher compte tenu des distances, compte tenu des coûts de déplacement. Donc l'État, par souci d'équité, par souci d'égalité, doit mettre en place des mesures qui contraignent cet État à contribuer financièrement au coût de ce déplacement afin que quelqu'un qui habite Marseille, qui sera à Paris, quelqu'un qui habite Fort-de-France et qui doit se rendre à Paris, ou quelqu'un qui habite Mamoudzou et qui doit se rendre à Paris, se retrouve dans des conditions équitables de déplacement. Alors, vous dites que ce n'est qu'en 2003 qu'une politique de continuité territoriale s'est amorcée en France. Donc, alors que ça devait être avant, normalement. Quel constat dressez-vous, parce qu'on est maintenant 20 ans plus tard, quel constat dressez-vous ? Alors, c'est déjà bien qu'en 2003, il y ait quelque chose qui ait été mis en place, mais je rappelle quand même que la Corse, qui n'est pas sur le territoire hexagonal, qui est une île qui est au sud de la France, bénéficie depuis près de 50 ans d'un dispositif de continuité territoriale qui contribue au déplacement des humains, mais également vient contribuer au coût des marchandises. Oui, alors on va y revenir justement. Alors, comment expliquez-vous que ça soit possible pour la Corse et pas pour d'autres ? Bien, c'est là que je me dis que souvent on est peut-être trop à se plaindre de nos situations sans chercher à aller plus loin, à fouiller la question et à se dire voilà ce que nous voulons. Eh bien, en 2003, il y a effectivement un dispositif qui a été mis en place, qui est géré directement par les collectivités de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie, mais compte tenu de notre régime article 73 est régi par une agence de l'État qui s'appelle l'ADOM et qui coûte globalement pour tout l'outre-mer environ 2,2 millions d'habitants, environ 55 millions d'euros totalement. C'est largement insuffisant. Je ne parle même pas d'insuffisance sur le montant, je parle aussi d'insuffisance de prise en charge. On répond à quoi avec ce type de montant ? À trop peu de choses. Parce que premièrement, on a établi des plafonds de ressources et quand vous dépassez ce plafond, vous n'avez pas droit à cette aide de continuité territoriale, ce qui n'est pas le cas par exemple pour un Corse. Donc première inéquité signalée. Et puis ce plafond d'un ridicule, c'est 12 000 € par an. Autrement dit, il faut être moins que smicard pour bénéficier d'une aide à la continuité territoriale, quand souvent ces déplacements se font obligatoires. Il y a un plafond pour les étudiants également. Et on sait que la complétude des études n'est pas parfaite sur nos territoires et que beaucoup de nos jeunes compatriotes doivent partir en France dans des universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles qui n'ont pas leur équivalent chez nous. Donc vous préconisez une augmentation effectivement du budget ? Alors, premièrement, un changement quant au plafond. Ce plafond est anormalement bas. Vous imaginez bien que quand quelqu'un gagne moins que le SMIC, il ne figure pas parmi les plus gros clients du déplacement vers l'Hexagone. Premièrement. Deuxièmement, il faut aussi augmenter le montant. Quand on sait que les prix des billets d'avion ont flambé ces derniers temps à cause de la crise des carburants qui fait que le prix du carburant a triplé en ce qui concerne le kérosène, eh bien, il faut pouvoir adapter l'offre. On a 220 millions, par exemple, pour la Corse, 55 millions pour 2,2 millions d'habitants. On ne joue pas dans la même cour. Alors, moi, je ne suis pas une adepte du copier-coller. Je me dis que chaque territoire a des particularités, chaque situation est à prendre de manière spécifique. Mais quand même. Alors justement, vous dites, vous n'êtes pas adepte du copier-coller. Sur cette question, vous avez un collègue qui a fait beaucoup parler de lui aussi en mai dernier, puisqu'il parlait de ces augmentations des prix du billet. Le collègue parlementaire est un député, Jean-François Nilor. Il avait interpellé le gouvernement sur cette augmentation des billets d'avion. On regarde cette séquence et on en reparle.
Pour le seul mois de mars, le coût du billet d'avion a augmenté de plus de 50% en Martinique et en Guadeloupe. Et entre le 1er et le 25 août, il faudra débourser 2 231 € pour un Paris-Fort-de-France contre 1 037 € pour un Paris-Miami. La flambée du coût du kérosène, la guerre en Ukraine n'explique pas objectivement une telle différence de prix pour des durées de vol équivalentes. En réalité, les tarifs plus qu'abusifs imposés par des compagnies aériennes oligopolistiques vis-à-vis de peuples qui plient déjà sous la vie chère constituent un véritable scandale. Alors, il est assez virulent. Il parle de scandale. Est-ce qu'il est loin de la vérité? Est-ce qu'il est proche de la vérité ou est-ce qu'il n'est pas du tout dans la vérité selon vous? Je respecte son point de vue, mais je pense qu'il est très éloigné de la réalité. C'est pourquoi, en fin d'année dernière, lorsque le prix des billets d'avion a interpellé tout le monde, y compris les élus, j'ai souhaité aller plus loin que d'avoir simplement du ressenti. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écosystème du transport aérien et en particulier vers nos destinations? Ça a été une grande partie de l'objet de notre rapport. Vous avez les compagnies, si je prends le cas de la Martinique, que je connais le mieux, pareil pour la Guadeloupe, qui sont au nombre de 3, donc on ne peut pas parler d'oligopole et tout, il y a quand même une concurrence importante, on a eu jusqu'à 5 compagnies, il y en a 2 qui ont bien compris que baisser les prix avait ses limites et ont depuis disparu, mais on a quand même 3 compagnies qui se surveillent comme le lait sur le feu. Donc, elles n'ont pas les mêmes prix? À un moment donné, elles étaient obligées d'avoir les mêmes prix. Pourquoi? Vous avez une réalité qui vous rattrape. 2 années de Covid, sans quasiment avoir de recettes. N'oubliez pas que nos territoires, compte tenu de notre faible taux de vaccination, sont restés beaucoup plus longtemps confinés. Donc on a eu une reprise du tourisme qui s'est faite plus de 2 ans après. Le tourisme représente 80% des flux de voyageurs. Sans tourisme, il ne reste plus que 20% d'autochtones qui voyagent, autrement dit, des destinations qui ne seraient pas rentables pour quelle que soit la compagnie. Eh bien, 2 années sans Covid, oui. Ces compagnies affichent des pertes énormes, se retrouvent en plus avec des coûts d'augmentation de leur production au quotidien qui flambent, triplement du prix du kérosène, 30% de plus sur la fourniture en pièces détachées, l'alimentaire servi à bord qui lui-même augmente, donc se retrouvent à des prix qui paraissent prohibitifs, et je comprends ça, mais qui sont réalistes. En l'état. Alors là, maintenant, les choses commencent à aller mieux. Oui. La clientèle touristique a retrouvé le chemin de nos pays. On voit que les prix commencent à baisser. Mais très difficile d'avoir une démarche qui consisterait à croire que si le prix de la baguette augmente, c'est uniquement la faute du boulanger. Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique, merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. On reviendra bien évidemment sur cette question dans une autre édition.